Salut les mordus de belle mécanique. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée en profondeur, Ah oui! un deep dive comme on dit spécialement concocté, pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Hmm. Accrochez vos ceintures, on part sur les traces d'une légende, Oui. la Ferrari 250 GTO. Ah, Vous le connaissez bien sûr, cette bête de course des années 60 qui affole aujourd'hui les compteurs des ventes aux enchères. oui, oui. Mais derrière son prix exorbitant et sa silhouette iconique se cache une histoire riche en rebondissements, en innovation et en mystère. Tout à fait. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi un expert Bonjour. des voitures de collection et plus particulièrement des Ferrari. Ah, la Ferrari est un sujet passionnant. Absolument. Et on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir d'être là. Alors pour commencer notre exploration, je vous propose de remonter le temps direction l'Italie au début des années 60. Imaginez le contexte, Ferrari est au sommet de sa gloire. Oui. Mais la concurrence est féroce. Hmm. Les Shelby Cobra, les Jaguar typés, toutes ces nouvelles sportives venues d'outre-Manche et d'outre-Atlantique menaçaient la suprématie du cheval cabré. Absolument, la concurrence était redoutable à l'époque. Il faut réagir et vite. Oui, il fallait innover pour rester au sommet. Et c'est là que la 250 GTO entre en scène. Ah, la 250 GTO, une voiture mythique. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Oui. il ne s'agit pas d'une rupture radicale avec le passé. Non, pas vraiment. Ferrari ne repart pas d'une feuille blanche. Hmm. La 250 GTO s'inscrit dans la lignée de la 250 GT SWB, une voiture déjà très performante. Exactement, c'est une évolution, une optimisation de l'existant. C'est une évolution certes, Ouais. mais une évolution poussée à l'extrême, une sublimation. Tout à fait. Une équipe de choc est aux commandes de ce projet ambitieux. Hmm. Toto Bizzarini, le génie de la mécanique. Ah, Bizzarini, un nom qui résonne encore aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Mauro Foghieri qui reprendra le flambeau après départ de Bizzarini. Oui, Foghieri est un autre grand nom de l'ingénierie italienne. Et Sergio Scaglietti, le maître carrossier. Ah, Scaglietti, l'artiste qui a sculpté les plus belles Ferrari. Celui qui donnera à la GTO sa silhouette si particulière. Mhm. Ensemble, ils vont créer une voiture qui marquera l'histoire. Une voiture qui deviendra une légende. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Ah, ça c'est sûr. Prenez les deux prototypes, par exemple. Oui. Le deuxième, surnommé Il Mostro. Le monstre Il Mostro. Était tellement brut de décoffrage qu'il en était presque effrayant. Oui, j'imagine. Panneaux rivetés, soudure apparente, un vrai Frankenstein mécanique. Un Frankenstein qui allait très vite sur circuit. Pas très élégant, mais diablement efficace sur la piste. C'est l'essentiel, non? Il Mostro. Franchement, ça donne des frissons. Oui, un nom évocateur. Mais dites-moi, cette expérimentation à outrance, cette volonté de repousser les limites, c'était une constante dans le processus de création de la GTO? Absolument, la GTO est le fruit d'une recherche constante de performance. On imagine le nombre d'heures passées à peaufiner chaque détail. Mais parlons un peu du résultat final. D'accord. Qu'est-ce qui fait la singularité du design de la 250 GTO? La 250 GTO, c'est un mélange subtil de classicisme et de modernité. On retrouve la silhouette caractéristique des Ferrari de l'époque. Long capot avant bétacle reculé, igneux fuselé. Oui, je vois. Mais la GTO se distingue par des éléments novateurs, comme ce long nez plongeant ses 3 prises d'air à l'avant, ou encore ce spoiler arrière. Ah oui. Ajouté après les premiers essais en piste, on est loin des lignes anguleuses et agressives des supercars modernes. C'est vrai. Mais il se dégage de la GTO une fluidité, une élégance intemporelle. Une beauté sculptée par le vent, en quelque sorte. Exactement. L'équipe de développement a passé des heures en soufflerie à l'université de Pise pour affiner l'aérodynamique de la voiture. Je vois enfin. Chaque courbe, chaque prise d'air, chaque détail de la carrosserie a été pensé pour optimiser la pénétration dans l'air et la stabilité à haute vitesse. Et cet aérodynamisme soigné couplé à une mécanique de pointe Oui, a permis à la GTO d'atteindre des performances exceptionnelles pour l'époque. ah, ça c'est sûr. Tiens, parlons-en de la mécanique. Oui, allons-y. Qu'est-ce qui se cache sous le capot de cette bête de course? Le cœur de la GTO, c'est le légendaire V12 Colombo. Oui. Typo 16862, un moteur 3 litres qui a déjà fait ses preuves sur la 250 Testarossa victorieuse aux 24 heures du Mans. Ah oui, la Testarossa. Près de 300 chevaux, Waouh. une sonorité rock et envoûtante, une vraie symphonie mécanique. 300 chevaux dans les années 60, ça devait envoyer du lourd. Ah oui, c'était une voiture très puissante pour l'époque. Mais au-delà de la puissance brute, qu'est-ce qui rendait ce moteur si performant? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Hmm. D'abord, l'architecture du V12 qui offre un excellent équilibre entre puissance et souplesse. Ah. Ensuite, la légèreté d'ensemble grâce à l'utilisation de matériaux nobles comme l'aluminium.
Et puis, il y a ce fameux système d'injection Lucas qui permettait d'optimiser la combustion et de libérer toute la puissance du moteur. Un bijou de technologie en somme. Absolument, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais ce moteur n'était qu'un élément d'un ensemble plus vaste. Oui, bien sûr. Qu'en est-il de la transmission, par exemple? La GTO était équipée d'une boîte de vitesse à 5 rapports avec un système de synchronisation de type Porsche, Ah oui. ce qui était très novateur pour l'époque. Et concrètement, ça changeait quoi pour le pilote? Eh bien, ce système permettait des changements de rapport plus rapides et plus fluides, Hmm. sans craquement ni à-coups. Ah, Un avantage considérable en course où chaque dixième de seconde compte. et en termes de performance pure, qu'est-ce que la GTO avait dans le ventre? Accrochez-vous bien. Oui. La GTO abattait le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes et sa vitesse de pointe frôlait les 280 km/h. Wow. Des chiffres qui donnent le vertige même aujourd'hui. Des performances exceptionnelles qui ont permis à la GTO de s'illustrer sur les circuits du monde entier, n'est-ce pas? Ah oui, la GTO a fait sensation dès ses débuts en compétition. Elle était tout simplement imbattable. Absolument. Dès sa première apparition aux 12 heures de Sebring en 1962, Oui. la GTO a fait sensation en décrochant une magnifique deuxième place au classement général. Pas mal pour une première sortie? Pas mal du tout. Non. Et par la suite? Et ensuite, c'est une avalanche de victoires. Ah oui? Championne du monde et constructeur GT de 1962 à 1964, victorieuse du Tour de France automobile en 63 et 64. Incroyable! La GTO s'est imposée comme la reine des circuits dominant la compétition pendant 3 années consécutives. Une domination sans partage qui témoigne de la supériorité technique de la GTO. Exactement, la GTO était une voiture en avance sur son temps. Mais il y a un point qui me chiffonne. Oui. Pour être homologué en groupe 3 GT, la FIA exigeait la production d'au moins 100 exemplaires. C'est exact. Mais- Oui. Or, la GTO n'a été produite qu'à 36 exemplaires. Oui, c'est le mystère de l'homologation de la GTO. Comment Ferrari s'en est-il sorti? La légende raconte qu'Enzo Ferrari aurait berné les inspecteurs de la FIA Ah oui? en déplaçant les mêmes voitures d'un endroit à l'autre Ah bon. pour faire croire qu'il en avait 100. Une vraie légende digne d'un film. Oui, ça a tout d'un scénario de film. Mais la réalité est sans doute plus complexe, non? Oui, effectivement. En réalité, la GTO a bénéficié d'une expansion de l'homologation de la 250 GTS-WB, Ah, dont les papiers avaient été modifiés pour intégrer les changements apportés à la GTO. c'est un peu tiré par les cheveux, non? Oui, c'est vrai, mais c'était une pratique courante. À l'époque, les constructeurs cherchaient toujours à contourner les règles, Ah oui. à jouer avec les limites du règlement. Et ça a marché pour Ferrari. La GTO a pu courir et elle a dominé la compétition. Eh bien, voilà une belle histoire de ruse à l'italienne. Oui, on peut le dire. Mais cette histoire d'homologation soulève des questions intéressantes sur les coulisses du sport automobile de l'époque, Tout à fait. sur les jeux de pouvoir et les rivalités entre constructeurs. Absolument, c'était une période très intense et très compétitive. Mais avant de plonger dans les méandres du règlement de la FIA, Oui, je vous propose de faire une petite pause. d'accord. On reprendra notre exploration dans quelques instants avec un focus sur les adversaires de la GTO sur les circuits. Avec plaisir, j'ai hâte de vous parler de ces duels de titans. Parfait, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce deep dive palpitant sur les traces de la Ferrari 250 de GTO. À tout de suite. Bon, on reprend notre exploration de la 250 GTO. Avant la pause, on parlait de la concurrence. Oui! Et croyez-moi, la GTO n'a pas eu la vie facile sur les circuits. Ah, ça j'imagine. Face à elle se dressaient des monstres sacrés des légendes de la course automobile. Oui. On a parlé des Shelby Cobra, des Jaguar Type I. Y avait-il d'autres adversaires de taille? Oh que oui. Il ne faut pas oublier les AC Cobra par exemple, avec leur puissant moteur V8 américain. Ah oui? Elles étaient redoutables en ligne droite, capables de rivaliser avec la GTO en termes de vitesse pure. Des duels de titans. Absolument. Et n'oublions pas les Aston Martin, notamment les DP212, DP214 et DP215 et DP215. Des voitures sophistiquées, très performantes, qui ont donné du fil à retordre à la GTO. On imagine la tension sur la grille des départs face à une telle brochette de bolides. Oui, la compétition était féroce. Et sur quel circuit mythique se déroulaient ces affrontements? Partout le Mans, Monza, Spa-Francorchamps, Nürburgring. Ouais. La GTO a couru sur tous les circuits légendaires affrontant les meilleures voitures du monde. Et au milieu de toute cette fureur mécanique, la GTO a réussi à tirer son épingle du jeu, Oui. à s'imposer comme une championne. Mais comment expliquez-vous cette réussite? Était-ce uniquement une question de puissance et d'aérodynamisme? La GTO était une voiture très performante, c'est indéniable, mais sa réussite s'explique aussi par d'autres facteurs, par exemple sa maniabilité. Ah oui?
La GTO était réputée pour son comportement équilibré et sa précision dans les virages. Plaisir à piloter, alors. Pour les pilotes expérimentés, oui, absolument. D'accord. Mais la GTO était aussi une voiture exigeante qui ne pardonnait aucune erreur. Il fallait avoir du talent pour la dompter. Et d'ailleurs, qui étaient les pilotes qui ont marqué l'histoire de la GTO. On pourrait citer des noms comme Sterling Moss, Phil Hill, Olivier Gendebien, Ah oui, des grands noms. des légendes du sport automobile qui ont contribué à forger la légende de la GTO. Des pilotes de légende au volant d'une voiture de légende. Forcément, ça ne pouvait que faire des étincelles. Exactement. Mais dites-moi, la GTO a-t-elle toujours été confrontée à des adversaires de marques différentes? Mhm. Ou y avait-il aussi des duels fratricides entre GTO? Il y a eu des deux. À l'époque, de nombreuses écuries privées alignaient des GTO en compétition. Ah bon. Il n'était pas rare de voir plusieurs GTO s'affronter sur un même circuit. Des duels entre Ferrari rouge. Ça devait être un spectacle incroyable. Imaginez le son des V12 Colombo qui résonne dans les tribunes, la tension palpable dans les stands. C'était notre époque, une époque où la passion et l'audace étaient les maîtres mots du sport automobile. Une époque dorée qui malheureusement a connu une fin. Qu'est-ce qui a marqué le déclin de la GTO en compétition? L'évolution technologique, tout simplement. À partir du milieu des années 60, les voitures à moteur central arrière ont commencé à s'imposer. Oui, La GTO, avec son architecture classique à moteur avant, était devenue moins compétitive. c'est la loi du sport automobile. Ce qui est révolutionnaire un jour devient obsolète le lendemain. Exactement. Mais même si la GTO a quitté les circuits, son histoire ne s'arrête pas là. Non, au contraire, c'est à partir de ce moment-là que commence sa deuxième vie, celle d'une icône de la collection automobile. Ah oui, c'est vrai. Après sa carrière en course, la GTO est devenue un objet de désir pour les collectionneurs du monde entier. On a parlé de son prix record, de ses apparitions dans les films. Mais avant de parler de sa valeur marchande, j'aimerais qu'on s'attarde sur les modifications qui ont été apportées à certaines GTO après leur passage sur les circuits. Oui, avec plaisir. Certaines GTO ont été renvoyées chez Scaglietti Ah oui. pour des modifications esthétiques ou mécaniques. D'accord. Par exemple, certaines ont reçu une nouvelle carrosserie inspirée de la 250 LM. La 250 LM, une autre Ferrari de légende. Mais pourquoi choisir ce modèle comme source d'inspiration pour modifier la GTO? La 250 LM, malgré son échec en matière d'homologation pour le groupe 3 GT, était une voiture très avancée sur le plan aérodynamique. Sa silhouette basse et fluide était un modèle du genre. Je comprends. Les propriétaires de GTO voulaient sans doute donner un coup de jeune à leur voiture, tout en améliorant leur performance. Exactement. Et ces modifications, souvent réalisées avec le plus grand soin, contribuent aujourd'hui à la valeur de ces voitures exceptionnelles. Chaque GTO est unique avec sa propre histoire, ses cicatrices de course et ses transformations. Absolument. Et c'est ce qui fait la fascination de la GTO. Ce n'est pas seulement une voiture. C'est une œuvre d'art, un témoignage d'une époque révolue, un objet chargé d'émotions. Et cette fascination ne se limite pas aux collectionneurs. Non. La GTO a inspiré de nombreux artistes, designers et passionnés d'automobile. Bien sûr, on a vu des GTO reproduites en peinture, en sculpture, en miniature. Il existe même des répliques grandeur nature construites avec une précision incroyable. C'est dire à quel point cette voiture marque les esprits. Mais au-delà de son influence sur l'art et le design, la GTO a-t-elle eu un impact sur les voitures de sport modernes? Sans aucun doute. La GTO a été une source d'inspiration pour de nombreux constructeurs qui ont repris certains de ses éléments stylistiques ou techniques. Par exemple, la forme du nez, prolongeant les prises d'air latérales, le profil aérodynamique. Oui. Autant d'éléments qui ont influencé le design des voitures de sport modernes. La GTO, un héritage qui se perpétue à travers les générations de voitures de sport. C'est fascinant. Oui, c'est une voiture qui a marqué son époque. Mais revenons un instant au présent. D'accord. Vous avez évoqué le prix record de 70 millions de dollars pour une GTO. Oui? Est-ce que toutes les GTO valent autant? Non, bien sûr. Le prix d'une GTO dépend de nombreux facteurs, son historique de course, son état de conservation, ses modifications. C'est un peu comme un marché de l'art, chaque voiture a sa propre valeur. Et les experts sont là pour estimer la valeur de ces bijoux sur roue. Exactement. Ce sont des spécialistes qui connaissent la GTO sur le bout des doigts. Et est-ce que vous avez une idée du prix moyen d'une GTO aujourd'hui? Disons qu'il faut compter plusieurs dizaines de millions de dollars. Wow. Mais attention, même avec une fortune colossale, il n'est pas facile de mettre la main sur une GTO. Ah bon? Pourquoi? Parce que la plupart des GTO appartiennent à des collectionneurs privés qui les gardent précieusement dans leur garage. Ce sont des trésors bien gardés. Oui, et il faut souvent des années de patience et de recherche pour en trouver une à vendre. Une quête digne du Graal. Mais c'est aussi ce qui fait partie du charme de la GTO. C'est une voiture rare, exclusive, presque inaccessible.
Un rêve pour tous les passionnés d'automobile. Un rêve qui devient parfois réalité pour quelques chanceux. Et ces chanceux ont le privilège de posséder un morceau d'histoire automobile. Un morceau d'histoire qui vaut son pesant d'or, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au-delà de sa valeur, marchande, la GTO est avant tout une voiture extraordinaire qui a marqué les esprits et inspiré des générations de passionnés. Absolument. Son héritage continue de rayonner aujourd'hui à travers les voitures de sport modernes, les œuvres d'art et les innombrables récits qui lui sont consacrés. La GTO, c'est bien plus qu'une voiture, c'est une légende vivante. Une légende qui, nous l'espérons, continuera à nous faire rêver pendant encore longtemps. Et en parlant de rêve, j'ai lu une anecdote assez incroyable à propos d'une GTO. Ah bon, racontez-moi, j'adore les anecdotes. Figurez-vous qu'un exemplaire, le châssis numéro 350 F1 DT, a été vendu aux enchères en 1971 pour, tenez-vous bien, seulement $6 000. 6 000 $. Mais c'est une bouchée de pain pour une telle voiture. Je vous l'accorde. Il faut dire qu'à l'époque, la GTO n'avait pas encore atteint son statut d'icône. C'était une voiture de course d'occasion et son design était considéré par certains comme un peu, disons, particulier. Ah oui, le fameux nez de requin qui a tant divisé les amateurs d'automobile. Exactement. Mais imaginez la surprise de l'heureux acheteur lorsqu'il a découvert la valeur réelle de sa trouvaille quelques années plus tard. Il devait se frotter les mains. Sans aucun doute. Et cette anecdote illustre bien l'évolution du marché des voitures de collection. Ce qui était hier une simple voiture d'occasion peut devenir aujourd'hui un trésor inestimable. C'est la magie de l'histoire de la rareté et de la passion. Et la GTO réunit tous ces ingrédients à la perfection. Absolument. Mais au-delà de sa valeur marchande, la GTO nous rappelle que l'automobile est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un objet de désir d'art et d'histoire. Une véritable source d'émotion. Exactement. Et la GTO, avec sa silhouette intemporelle, son moteur rugissant et son palmarès exceptionnel, continue de faire vibrer les passionnés du monde entier. Et il continuera sans doute à le faire pendant de nombreuses années encore. Mais avant de lui projeter dans l'avenir, je crois qu'il est temps de conclure notre plongée dans l'univers fascinant de la 250 GTO. Oui, je crois qu'on a fait le tour de cette légende d'automobile. Et cette fascination pour la 250 GTO, on la retrouve aussi dans les anecdotes qui entourent son histoire. Des histoires parfois rocambolesques et qui contribuent à alimenter le mythe. Ah oui, tenez, justement, j'en ai une en tête. Vous avez parlé de la Bread Van. Ah ouais. Cette 250 GT-SW modifiée par Bizzarini, Oui. après son départ de Ferrari. On peut dire que c'est une voiture qui a du caractère. Ah, ça c'est sûr. Mais dites-moi quel était le but de Bizzarini en créant cette voiture? Voulait-il simplement se venger de Ferrari? La vengeance était peut-être un des éléments moteurs, mais il y avait surtout une ambition sportive. Bizzarini, convaincu du potentiel aérodynamique d'un arrière fastback, voulait prouver qu'il pouvait battre la 250 GTO. Ah ouais? Il a donc repensé l'arrière de la 250 GT SW, lui donnant cette forme si particulière qui lui a valu son surnom de Bread Van, la camionnette de boulanger. La camionnette de boulanger. Oui, Et c'est qu'il a réussi à battre un GTO. pas vraiment. La Bread Van a remporté quelques victoires, mais elle n'a jamais atteint la domination de la GTO. D'accord. Cela dit, elle a marqué les esprits par son audace et son design anticonformiste. Une belle histoire de revanche et de passion en somme. Oui, tout à fait. Mais revenons à la GTO et à son impact sur le monde de l'automobile. Vous avez mentionné son influence sur le design des voitures de sport modernes. Oui. Y a-t-il des modèles contemporains qui vous font particulièrement penser à la GTO? Il y a des clins d'œil à la GTO un peu partout dans le dessin des phares, Ouais. la forme du capot, le profil aérodynamique. Bien. Mais si je devais citer un modèle qui s'en inspire vraiment, Oui. je dirais la Ferrari F12 Berlinetta. On retrouve cette même silhouette longiligne, ce long capot avant qui abrite un puissant V12. Et cette recherche d'élégance et de sportivité. La F12 Berlinetta, un bel hommage à la GTO. Oui, absolument. Mais au-delà des ressemblances esthétiques, est-ce que l'esprit de la GTO, Oui. cette quête de la performance et cette passion pour la course automobile, se retrouvent dans les voitures modernes? Absolument. L'ADN de la GTO est présent dans toutes les Ferrari modernes. Et même au-delà, prenez les supercars actuels, la recherche d'aérodynamisme, l'utilisation de matériaux légers, la puissance des moteurs. Tout cela découle des innovations introduites par la GTO il y a plus de 50 ans. La GTO, une visionnaire en quelque sorte. Oui, on peut le dire. Mais au-delà de son influence sur l'industrie automobile, la GTO est aussi un objet de collection très convoité. Ah oui. On imagine que posséder une telle voiture, c'est un peu comme posséder un morceau d'histoire, un témoignage d'une époque révolue. C'est exactement ça. Posséder une GTO, c'est comme posséder une œuvre d'art, une sculpture roulante.
C'est un privilège réservé à une poignée de passionnés fortunés. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une GTO, Oui. il reste toujours le plaisir de l'admirer dans les musées, les expositions des livres. Heureusement, la GTO est un patrimoine culturel. Mhm. Une source d'inspiration pour tous les amoureux de belles mécaniques. Et son histoire, j'en suis sûr, continuera à fasciner les générations futures. J'en suis convaincu. La 250 GTO est bien plus qu'une simple voiture. C'est un mythe, une légende qui continuera à nous faire rêver pendant encore longtemps. Eh bien, cher expert, merci infiniment pour cette plongée fascinante dans l'univers de la Ferrari 250 GTO. Merci à vous. J'ai l'impression d'en savoir beaucoup plus maintenant sur cette voiture extraordinaire. C'était avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir suivi ce deep dive avec nous. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne, alors on se retrouve très bientôt pour d'autres explorations captivantes dans le monde de l'automobile. Au revoir et à bientôt. À très vite.